Qui connaît Expedia? Qui book ailleurs que chez Expedia? C'est pas bien. Bon, venez me voir après, on va en parler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, là ça va être la partie un peu mise en contexte et plutôt promo. On fait du vol, du voyage, de manière générale des hôtels, plein de trucs comme ça. Et il se trouve que moi je travaille sur les pages que vous aimez le plus. Ça va être la page là par exemple, c'est les pages de paiement. Globalement vous me dites qui vous êtes, comment vous voulez payer, et potentiellement vous me donnez un peu d'argent. Moi j'aime bien ça. Et donc je vais vous parler d'une expérience, voilà, je vais faire un peu de psychothérapie avec vous, où l'année dernière, donc, pour vous donner un peu de contexte, l'application web qui gère ça, c'est une bonne grosse application web classique sur la partie présentation, et on a envie de sortir ces pages-là et les mettre dans leur propre architecture. Bon, fonctionnellement, techniquement, c'est un peu compliqué, donc on s'est dit on va essayer, on va faire une expérimentation, voir ce que ça va donner, et on va pousser l'expérimentation, le proof of concept, jusqu'en production. Et on s'est dit, tant qu'à faire de la production, on va faire du déploiement continu. Et donc, je suis là pour vous dire ce qu'on a fait, les bonnes pratiques, globalement, qu'on a fait en déploiement continu. On va pouvoir appliquer ça à du déploiement non continu aussi, ça marche, il n'y a aucun problème là-dessus. Et comme je vous aime bien, je vous donne la conclusion dès le départ. Au cas où il y a une autre conf qui vous intéresse, je sais comment ça marche. De temps en temps, vous dites, j'aimerais bien l'autre. Alors, on va démarrer par la conclusion tout de suite. S'il y a 4 choses que je veux que vous reteniez, c'est juste ça. Build, measure, learn and loop. Ça va vous sauver la plupart du temps. En déploiement continu, c'est super important. De manière globale, vous prenez une hypothèse de travail, vous construisez dessus, vous mesurez les résultats, vous regardez, vous apprenez de ces résultats et vous recommencez. C'est simple, c'est efficace et ça marche bien. Donc au niveau du build, on va prendre une application, alors après plus ou moins grosse selon ce que vous avez, et on va la mettre en production. Qui fait de l'intégration continue? Ça marche. Qui fait de la livraison continue et du déploiement en continu? C'est pas mal. Donc au niveau de déploiement continu, on va faire très simple, je vais vous donner rapidement le contexte. J'ai une pull request, j'appuie sur merge, et après ça part en production. D'accord? Facile, on fait tout ça. C'est super important. Si je vous dis, je vais prendre votre application et je vais la mettre en prod à n'importe quel moment. Généralement, et faites le test dans vos équipes, ça va être super marrant. Vous allez avoir un truc du genre, peut-être pas assez de tests ici. C'est un peu compliqué. Ou je ne suis pas sûr, il nous faudrait peut-être un peu plus d'informations, etc., etc. Donc globalement, la mise en production, c'est quel est mon niveau de confiance dans mon code, dans mon infrastructure, pour que je puisse mettre ce livrable-là à la vue de tout le monde. Globalement, c'est ça la mise en production. Et tout ce qu'on va faire, c'est comment augmenter cette confiance. Confiance dans mes pratiques, confiance dans tout ce qui est infrastructure, dans tout ce que j'automatise pour justement pousser ça. Qui connaît ça? 4 règles du design simple. C'est bizarre en français. Alors ça, c'est quelque chose qui est proche des mouvances extreme programming, etc. C'est super important de connaître ça. Alors, pour le coup, dans un contexte plutôt continuous deployment, ça va être les 2 premières qui vont nous intéresser en priorité. Les tests. On y reviendra encore plusieurs fois. Il faut que tous les tests passent. Mettez autant de tests que vous voulez, autant de tests qu'il faut, au bon endroit, mais il faut que les tests passent. Et après, ce qui va être important, en même temps, justement pour gagner de la confiance dans ce qu'on va livrer, ça va être que les fonctionnalités, que les intentions soient vraiment exprimées correctement et qu'on sache ce que l'application doit faire à n'importe quel point de l'application. Je disais, les stratégies de test. Un bon test, ça teste. Un mauvais test, ça teste aussi. Il n'y a rien de plus simple que ça. La question, c'est comment faire des bons tests. Alors, surtout quand vous êtes sur un site comme nous où on a plusieurs dimensions, on va être sur plusieurs marques, sur plusieurs
points de vente, les points .com, FR ou ce que vous voulez, sur plusieurs produits et à des millions d'utilisateurs. Tester tous les cas, avec les complexités de produits qu'on a, c'est super compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se protéger un tout petit peu. Je vais prendre un truc très simple. On a grosso modo quelque chose comme ça chez nous. Une classe qui va aller me chercher les vols. Donc je passe un numéro de vol et ça va me retrouver ces informations-là. C'est comment tester ça. Si vos tests commencent vous devez passer des headers HTTP ou des choses comme ça, et tous vos tests s'amusent à faire ça, vous avez peut-être un problème d'abstraction. L'idée, c'est, je veux capturer cette feature-là, qui est de récupérer un vol, et après, comment est-ce qu'on va traiter ça? L'une des techniques que nous, on a mises en place, c'est le Feature Focus Testing. On s'est rendu compte que, surtout quand vous avez des applications qui commencent à être un peu grosses, vous allez avoir un couplage très 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 fort entre vos tests et les implémentations. Vous allez avoir une classe et une batterie de tests unitaires, et lorsque vous changez la moindre ligne, eh bien, vous avez 250 tests à changer, mais vous n'êtes pas plus confiant en ce que l'application doit faire. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, si je reviens ici, capturer les intentions, les exprimer correctement, et là, vous aurez un niveau d'abstraction qui sera intéressant. Donc l'idée, c'est que si ici, je pars de OK HTTP et je dois migrer sur un client plus interne ou quelque chose de différent, au final, comment je teste cette méthode GET, ça ne change pas. Le résultat que j'attends est toujours le même. L'implémentation, elle, peut varier. Alors après, je vais pouvoir tester l'implémentation si j'ai des cas spécifiques, bien sûr, c'est important. Mais d'un point de vue fonctionnel, ça, c'est intéressant. Je dois pouvoir ne pas forcément avoir changé mes tests si je change mon implémentation. Donc, un exemple comme ça où j'ai un service externe à appeler, nous, on a utilisé quelque chose qui s'appelle WireMock. C'est une librairie en Ruby d'abord, et après, vous avez des implémentations en Java ou sur la JVM. Et vous allez pouvoir dire, je démarre mon serveur WireMock, je pousse, si tu m'appelles sur cette URL-là, tu vas répondre ça. Et comme ça, je vais pouvoir avoir des cas métiers très compliqués en disant, un cas simple, ça va être le vol n'existe pas, par exemple. Ou le vol, ou le service des vols répond ceci ou cela. Le gros avantage que je vais avoir à ce niveau-là, c'est que je vais pouvoir exercer une partie de ma stack réseau. Je vais pouvoir exercer tout ce qui est marshalling, unmarshalling avec les réponses. Donc ici, ma classe flight. On va pouvoir travailler là-dessus. Alors que si je devais moquer le service là directement, je vais renvoyer quelque chose que je vais écrire dans mon code Java, mais qui va être complètement décorrélé de ce que je vais avoir au niveau de mon application en production. D'accord ? Ça ne veut pas dire que je vais utiliser que du WireMock, parce que c'est un peu plus lourd, il y a un process à démarrer, voilà, mais ça va me donner confiance pour cette classe-là, pour ce type d'appel en disant, voilà, ça c'est couvert correctement, et je vais pouvoir envoyer plein de choses. D'autres cas de tests qui sont intéressants dans ce type de stratégie, ça va être tout ce qui est les timeouts, par exemple. Je vais pouvoir dire à WireMock, ici, au lieu de répondre directement, tu vas répondre avec un délai. Donc, je vais pouvoir exercer mes timeouts. À ce niveau-là, si vous devez faire ce genre de test-là, ce que je vous encourage à faire, évidemment, pour être sûr que les réponses et les exceptions remontent bien et soient traitées comme vous l'attendez, baissez les timeouts. Dites dans votre cas de test que le service doit répondre en 100 millisecondes et vous le faites répondre en 150. N'utilisez pas les vrais cas où vous avez 3 secondes de configuration. Là, vous allez complètement tuer vos tests. Alors, comme je vous l'ai dit, on va partir de la pull request jusqu'à la production. Le premier point quand on veut faire ça, c'est de l'automatisation. C'est super important. Qui déploie en faisant un SSH avec un CP ou un FTP ou quelque chose On va en parler. On peut s'améliorer là-dessus. La question, c'est si quelqu'un sait le faire, est-ce que toute l'équipe sait le faire? Est-ce que si cette personne-là est en vacances, est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est compliqué. Ça, généralement, c'est « Ah, vous faites… Oui, c'est pas dans la documentation, mais il faut aussi faire ça de côté. »
dans ces cas-là, automatiser. Des scripts, voilà, des petits scripts shell au départ, ça marche très très bien. Du Jenkins, ça marche super bien aussi avec plein de jobs, vous pouvez faire pas mal de choses. Et il faut tout automatiser. Et justement, c'est là où vous allez gagner de la confiance. C'est que vous n'allez peut-être pas tout automatiser au départ, mais vous allez dire, bah ça, la construction de mon binaire, je sais pas, un fichier Word par exemple, ça je peux l'automatiser, je peux le mettre dans Jenkins, qui va lorsque j'active le job, il va me faire mon mvn install, ou similaire. Vous n'avez pas besoin de le faire en local, ça vous le poussez. Une fois que vous avez ça, que vous avez votre binaire, la fois d'après, vous allez automatiser le déploiement de ça en test, etc. etc. Il faut être super incrémental lorsque vous faites du CD, surtout si vous le démarrez, si vous n'avez pas l'habitude, et si vous ne le démarrez pas, avec une application qui vient juste d'être créée. Si vous avez déjà de l'existant, vous pouvez faire ça étape par étape, ça marche très très bien. Alors ça, c'est un petit screenshot que j'ai pris d'une application qu'on a actuellement, alors je crois que c'est en production, où justement, ici on va faire du pipeline. Ça, c'est une solution custom que nous on a, c'est un truc de chez nous. Il y en a plein d'autres. Je mentionnais Jenkins avant, ils ont sorti avec BlueOcean le pipeline directement inclus. Ça marche super bien. Visualiser, automatiser, configurer, écrivez tout. C'est super important. Donc là, par exemple, on va avoir le premier job. Je sais pas si on... Wow, ça va prendre un peu mieux. Le premier job, ça va être le build. J'ai mergé sur ma branche master. Donc là, on utilise du GitHub. Je merge là-dessus. On va builder l'application, lancer les tests, etc. Et par exemple, c'est le cas de cette application-là, elle tourne sur du Docker. Donc la deuxième étape de ce build-là, ça va être de créer mon image Docker, de la taguer correctement et de la pousser sur un registry. Et c'est tout. Une fois que j'ai fait ça, je ne touche plus du tout à mes sources. J'ai lancé tous mes tests, tout marche bien, et maintenant je peux passer à la suite. Une fois qu'on a fait ça, on peut déployer. Alors, lorsque ici je donnais pull request à la production, ce n'est pas forcément directement. Ça, c'est à vous de définir vos pipelines. Ici, on déploie en l'occurrence sur du AWS dans notre infrastructure de test. Comme ça, on a la nouvelle version. Et si juste avec ça, je me dis, je ne suis pas assez confiant, faut que je m'arrête là, eh bien parfait, je n'irai pas jusqu'en production. L'étape de production sera une étape manuelle. Mais au moins, ce que je peux faire, c'est que l'étape manuelle, ce sera dans mon outil de pipeline. Je vais cliquer. Et si votre équipe, il n'y a aucun souci là-dessus, ne se sent pas en confiance et n'est pas prête, ben, il n'y a pas de problème. Vous avez au moins cette étape-là et vous pouvez visualiser, c'est automatisé. Et une fois que vous dites, ben, OK, cette version-là, on peut la passer en prod, vous cliquez sur votre bouton de déploiement et ça part. Donc ici, nous, on a, alors pour le coup, cette application-là, elle est vraiment continuous deployment. Elle déploie sur du AWS et après, on a deux étapes de production qui sont deployment and release. On va déployer la nouvelle stack et après le release, on le fait passer, on change juste les load balancers pour dire, bah voilà, maintenant tu routes le trafic ici. La maîtrise du trafic, où partent vos requêtes HTTP, ça pareil, c'est quelque chose à maîtriser. Alors après, selon les infras dans lesquelles vous êtes, ou du moins les équipes dans lesquelles vous êtes, souvent c'est d'autres équipes chez nous, on a une équipe dédiée à tout ce qui est traffic management, mais comprendre où ça va, quels sont les chemins par lesquels les requêtes vont, ça va vous aider à faire du troubleshooting, ça va vous aider à dire, ben, voilà ce que je peux modifier, voilà comment je peux voir les choses. Il y a une petite info ici, je ne sais pas si vous voyez un peu, qui est là. Ça, c'est la version courte du commit Git, le SHA-1. Et nous, on utilise ça pour taguer le conteneur Docker et pour passer ça de build en build. Comme ça, on sait que telle version suit ces différentes étapes. Et ça, c'est super pratique. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Tant qu'à faire. Non, mais bon, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais ajouter une nouvelle fonctionnalité? Nous, ce qu'on a mis en place, c'est le pull request build. Encore une fois, ça, c'est du très classique. Ça peut se mettre dans n'importe quel cas. Ce n'est pas forcément du déploiement continu. Donc, je pousse sur une branche. Alors, vous pouvez avoir des builds par branche aussi. Ça marche très bien. Et une fois que je veux faire ma pull request, ben, la pull request est buildée de la même manière que je vais builder le master.
Comme ça, j'ai déjà de l'information, j'ai déjà du feedback. À ce niveau-là, mettez autant d'étapes que vous voulez. Si vous voulez juste faire un build, faites un build. Si vous voulez ajouter du sonar, si vous voulez ajouter différents points juste pour votre pull request, faites-le. C'est le bon moment. Alors, le meilleur moment, c'est au niveau du poste de dev. Le feedback est beaucoup plus court. Si vous avez besoin de plus d'infrastructures, ça c'est super important. Ça donne beaucoup de métriques, ça facilite les revues de code, etc. Je vous conseille vraiment d'investir dans ce build de pull request. On va garder les choses simples. Qui a déjà vu des commandes Maven, justement pour builder l'application avec des -d, ce type de test d'intégration, machin, des commandes qui sont à peu près comme ça. Qui a déjà vu ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait tous lorsqu'on a ça? Eh ben, on enlève ces paramètres-là. On les dégage très très vite. Moi, si je veux pouvoir répéter le build, il faut que ce soit simple. Je ne pense même pas à mes paramètres. Clean install me fait le boulot. Je mets tout là-dedans. Tout ce que je peux mettre là-dedans, je le mets là-dedans. Je le configure dans le cycle de vie classique. Après, s'il y a des choses qui prennent trop de temps, s'il y a des choses qui sont compliquées à ce niveau-là, on peut faire plus de tests après coup. Mais au moins les tests les plus cruciaux, les tests unitaires, certains tests d'intégration, ce qu'on appelle du smoke test pour les tests critiques, mettez-le juste sur du clean install. Ça va simplifier tout le monde et au moins, vous n'aurez personne dans votre équipe qui va dire « Ah oui, mais je ne me souvenais pas de ce paramètre-là qui fait tel type de truc. » On va éviter ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va justement revenir sur notre infrastructure. Et là, on va avoir le build qui va encore une fois appeler les devs, etc. Et on va pouvoir après augmenter justement le nombre d'étapes et pouvoir avoir une maîtrise et d'autres métriques. On va être d'accord. Alors, jouer sur les phases de lab et de test, d'intégration, c'est marrant, mais tout ce qui compte, c'est la production. D'accord? Et quand vous êtes en environnement critique, vos utilisateurs, soit beaucoup d'utilisateurs, c'est eux qui vont jouer vos tests. Parce que moi, je ne peux pas penser à tous les cas d'utilisation qu'on a. Par contre, mes utilisateurs, eux, ils sont géniaux. Eux, ils trouvent des features, je ne les connaissais même pas. Ils sont vraiment pas mal. Un point un peu assez important au niveau des devs, c'est la définition du « c'est terminé ». Que ce soit une feature, que ce soit un bout de code, etc. Pour beaucoup, c'est j'ai fait ma pull request. Non. En déploiement continu, c'est terminé. Cette pull request est terminée lorsqu'elle est déployée en production et lorsque la production n'a pas pété. D'accord? Donc on va faire un peu de monitoring, on va en reparler, mais c'est fini lorsqu'on est en production. Par contre, avoir déployé en production, ça ne veut pas dire prendre du trafic. D'accord? On va distinguer les deux. Ce n'est pas parce que j'ai créé ma classe Hotel Service, à côté de ma classe Flight Service dont on parlait avant, qu'elle va prendre du trafic. Par contre, le fait que le code soit là, ça va déjà faire un peu baigner les nouveaux éléments et on va pouvoir avoir déjà des métriques. Combien de fois on a vu un code qui était censé ne jamais être utilisé, être utilisé. Donc voilà, on va pouvoir distinguer les deux. Et nous, on a une pratique que j'aime beaucoup qui s'appelle Coding in the Dark. On n'éteint pas les lumières, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'on va se protéger. Alors, le cas est très très simple ici. J'ai une façon de faire. On va appeler ma classe Flight Service. Voilà. Et je commence à développer ma classe Flight Service 2. New Way. Tout ce que je peux faire au tout départ, c'est juste faire un gros if, comme ça. Et ça, le gros avantage, c'est que si ma config ici me dit « bah non, c'est pas encore actif », c'est pas grave. Je sais que je vais aller là, je vais aller dans ma partie Current Way, mon cas d'utilisation par défaut, mais au moins je vais exercer mon code. Il y a plein de... Tout ce qui peut aller mal, ira mal à un moment, on en reparlera. Mais voilà, au moins ça va commencer à prendre du trafic, ça va commencer à être exercé, et vous allez pouvoir augmenter incrémentalement. Alors, sur la partie configuration, au début, un simple true-false dans un fichier de config marchera très bien pour ça. Après, une fois, ça dépend de ce que vous avez, mais vous pourrez aller beaucoup plus loin dans la configuration. Par exemple, ce que nous, on a, c'est qu'on peut distinguer par page, on peut distinguer par type de produit, on peut distinguer par n'importe quel élément, et c'est dans des fichiers de configuration, et après, on a de la configuration ici statique, avec du code, pour que ce soit plus simple.
L'autre élément que nous on fait, c'est du A/B testing. Qui connaît le A/B testing? Alors, il y a deux versions, simplement, en A/B testing. La première, c'est une version un peu plus produit marketing. L'idée est la suivante. J'ai un bouton sur ma page, le bouton est jaune. Et l'hypothèse de travail, c'est si on passe le bouton à bleu, eh ben, les clients, les utilisateurs vont cliquer plus et vont acheter plus. Voilà. Ça, c'est du A/B testing. Donc, on va prendre du trafic sur le bouton jaune, on va prendre du trafic avec la version bleue du bouton et on va comparer les résultats. L'une de nos métriques, surtout sur les pages de checkout, là où moi je travaille, c'est est-ce que les gens ont réussi à réserver. Donc ça, c'est la version marketing. Et nous, on l'utilise beaucoup. On n'utilise que ça, d'ailleurs. La version plutôt technique de ça, c'est ici, sur mon New Way, on sait qu'on a des cas spéciaux. Ils ne sont peut-être pas tous traités. Comme je vous le disais, nous, on va travailler sur différentes marques, sur différents pays, etc. On ne fait pas tout d'un coup. On va prendre Expedia.com. On a notre nombre de fonctionnalités qu'on doit traiter pour ce site-là. On va travailler nos cas OK, nos cas KO. On pousse ça en production. Et après, on va faire on va faire du rollout. On va prendre Expedia FR. Voilà. On va prendre une des marques sur lesquelles on travaille, ça va être Orbit. Je ne sais pas quoi. Et on va faire du rollout comme ça. Donc on va pouvoir passer dans le temps toutes les fonctionnalités et justement gagner de la confiance au fur et à mesure. Et l'autre avantage qu'on a, c'est que là, ma configuration, je dis, elle est pour Expedia. Par défaut, c'est désactivé. Et je l'active seulement pour Expedia.com et à 1%. Et j'aurai donc 1% de mes utilisateurs sur le site Expedia.com qui vont passer dans la partie New Way et exercer mon nouveau trafic. Et comme ça, je vais pouvoir graduellement, encore une fois, gagner de la métrique et avoir un time to market qui va être plus important. Déjà d'un point de vue business, c'est la feature que vous travaillez à un impact business, mais si c'est un refactoring, si c'est le changement d'un client HTTP, etc., ça peut avoir des impacts métiers, en performance, etc., ou pas, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Mais au moins, vous allez pousser ça très vite. Et ce que vous voulez éviter, surtout avec du déploiement continu, c'est de passer dans 6 mois de développement dans une cave, et après vous faites bon, et on va regarder, on va pousser ça en prod, et on va voir ce qui se passe. Ça, c'est vraiment quelque chose à complètement éviter. Limiter vos fonctionnalités. Qui a déjà vu ou fait des pull requests de 40 fichiers? Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc, je vous conseille de l'éviter. C'est super compliqué. Faites des petites pull requests. Encore une fois, une de nos pratiques que nous on a, c'est on va d'abord traiter, j'ai une fonctionnalité, par exemple si je reprends ici, où on est là, cette classe-là, la première fonctionnalité, ou la première partie de fonctionnalité, ça va être de traiter tous les cas où ça marche. Voilà, on est bien, on peut pousser ça en production. Généralement, qu'on soit un déploiement continu ou sur des cycles de déploiement plus longs, nous on va pousser en production de toute façon. En fait, je ne vous ai pas demandé. Qui pousse en production au moins une fois par an? J'aime bien ces questions-là. C'est pas mal. Au moins une fois tous les 6 mois. Ok. 3 mois. 2 mois. 1. Ok. Toutes les 2 semaines. Toutes les semaines. Tous les jours. Ça dépend. S'il y a des bugs, après. Ça dépend des produits, ça marche. Mais voilà, donc ça va être ça c'est toujours intéressant à regarder. Mais globalement, nous, par exemple, sur le site principal, on va être sur un déploiement toutes les semaines. C'est comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas aller vraiment plus vite avec cette application-là en termes de cycle de déploiement. Mais après, que nous, on soit prêt en équipe de dev ou pas, c'est pas grave. L'application va en production, parce qu'il y a d'autres équipes à côté qui veulent avoir leur feature en production. Donc voilà, nous, on va se protéger, justement. On va travailler sur les cas OK, mais elles n'exerceront pas de trafic, mais elles seront en production, etc. etc. On ne peut pas vraiment se permettre de bloquer tout le monde pendant
2, 3, 4 semaines. Et après, on va passer sur les cas KO. On va faire ce qu'on appelle les unhappy paths, où là, on va dire tous les cas d'erreur possibles, les cas métiers, les cas techniques, selon les cas de travail. On était où? Hop. La mesure en déploiement continu, encore plus que le reste, c'est super important parce que vous voulez avoir du feedback tout de suite. Vous avez votre binaire, super, vous le poussez en production, très bien, il prend du trafic, mais vous voulez avoir autant de mesures que possible. Alors, vous allez avoir les mesures techniques, les classiques, les monitoring classiques sur si vous avez de la JVM, le nombre de threads, les CPU, la mémoire de la JVM, etc. Mais les mesures business, pensez à ça lorsque vous développez vos features, de manière générale, de toute façon. Par exemple, combien est-ce que je vais avoir de personnes sur Expedia.com qui ont acheté un hôtel et je vais pouvoir faire des métriques dessus. Comme ça, je vais pouvoir regarder. Si le nombre de bookings il descend lorsque je viens de redéployer, eh ben, c'est que j'ai peut-être un problème. Donc là, il faut peut-être que j'agisse et que j'ai de l'alerting et des choses comme ça. Alors, on va avoir deux types de mesures. On va avoir les mesures de type plutôt log, avec du texte, un peu textuel. Et après, il y aura les classiques. Alors, ça peut être du StatsD avec Graphite, Grafana, du CloudWatch, où là, on va être sur de la mesure plutôt numérique, pour des graphes, etc. Les deux sont importants. Les deux sont super importants. Si vous pouvez faire du count, faites-le, ou ce genre de métriques mathématiques. Poussez ça dans du Graphite, ou équivalent, comme je disais, et faites des graphes et des dashboards pour que vous puissiez visualiser. Et l'idée, c'est, j'ai ma version N, elle marche bien, et j'ai ma version N-1 qui fait comme ça ou qui fait comme ça. Et ça, je vais pouvoir le visualiser. Ça va me donner justement, je parlais de confiance au début, et on va pouvoir créer de la confiance, on va pouvoir s'améliorer et voir ce qui ne va pas. Parce que le plus tôt vous voyez ça, le mieux c'est. Et après, vous pouvez avoir des mesures correctives très très rapidement. Gros avantage du déploiement continu, une fois qu'on est là-dedans, c'est qu'on va pouvoir faire du fix forward. C'est au lieu de faire un rollback, qui est une des stratégies, je vais plutôt aller travailler sur la solution et pousser la solution directement. Alors après, ça dépend du problème et combien de temps vous avez pour pouvoir la résoudre. Mais fix forward, c'est une des solutions principales. Et comme je le disais, donc on a les métriques de mesures mathématiques, et après on va avoir les logs. Alors je vais le dire même si c'est écrit, ceci n'est pas un log. Ça c'est une chaîne de caractères, c'est sympa quand je la lis, mais je ne fais pas de métrique avec ça. D'accord ? Si je veux faire de la métrique avec quelque chose comme ça, je suis obligé de faire de l'expression régulière, et c'est embêtant. Voilà, c'était poli, c'est filmé. C'est très embêtant, d'accord ? Pareil, poussez vos logs dans un outil approprié. Vous pouvez écrire sur des fichiers, mais après les fichiers, ce qu'il y a dans le fichier, ça part. Alors vous avez des stacks qui marchent très bien. La stack ELK de chez Elastic, du Splunk, peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Mais poussez ça sur des outils appropriés, parce qu'après vous pouvez aller faire de l'analyse avec ça. Si vous avez un serveur avec très très peu de trafic, ok, lisez les fichiers directement, les stack trace, vous arriverez peut-être à voir ce qui se passe. Lorsque vous avez des centaines de serveurs en production, des millions d'utilisateurs, vous ne lisez pas les serveurs un par un avec les fichiers de log. Vous le faites, non, en fait, vous n'essayez même pas. Vous ne regardez pas. Vous allez directement sur un outil de métrique et vous tapez des requêtes. Et vous allez regarder le nombre, fais-moi un compte du nombre d'utilisateurs sur Expedia.com, des choses comme ça, et mesurer. Quelque chose que nous, on aime bien aussi, c'est passer des ID entre les services. Comme ça, vous pourrez faire de la corrélation d'événements. Si j'ai mon service de vol dont on parlait avant, eh ben, si je veux savoir qu'il y a eu un problème, des fois, ça se passe entre les services. Ce n'est pas forcément mon application à moi, ça peut être quelque chose qui a changé dans leur application à eux, ça peut être d'autres équipes, et je vais pouvoir tracer les événements, et ça va aider tout le monde, ça va aider le produit de manière globale. Donc, passer des ID comme ça, vous pouvez faire de la corrélation en disant, voilà, l'histoire de cette requête, l'histoire de cet utilisateur, c'est ça. Voilà ce qui s'est passé. Et après, vous pourrez faire des métriques du genre, cette erreur-là que j'ai, elle a impacté un utilisateur.
mais il y a eu 18 événements parce qu'il a cliqué 18 fois sur le bouton et que pour lui, ça n'a pas marché. Ça, c'est important par rapport à, on a eu 200 événements et c'est 200 utilisateurs différents qui ont été impactés. Et ça va vous donner beaucoup d'informations lorsque vous allez faire de l'analyse, malheureusement de temps en temps, d'erreurs en production, en disant, voilà, il y a une erreur, on le sait, et ça concerne tel cas d'utilisation, et comme ça, on va pouvoir prendre les mesures appropriées. Donc à partir de là, on va pouvoir faire différentes petites choses. Alors ça, c'est un exemple très très simple, mais nous, nos logs, ils ressemblent à ça. On va voir le timestamp, ou datetime, enfin, vous recorder comme vous voulez. Ça, c'est important, ça va vous permettre de faire des graphes par rapport au temps. On va avoir les événements avec un code et un nom. Ça, pareil, je vais pouvoir vous dire, donne-moi le nombre d'erreurs qu'il y a eu, ou d'événements qu'il y a eu pour l'event 42. Et comme ça, je peux voir, oui, ça a monté, ça descend. Ça, c'est super intéressant. En cas d'erreur ou en cas qui marche, des fois, vous vous dites, voilà, cet événement-là, par exemple, une réservation est passée et a été traitée correctement. Ça, c'est un truc important pour nous. On va avoir un événement dans le log qui va me donner des informations sur ce booking-là, par exemple. C'est une réservation sur un hôtel qui a été payé avec du PayPal pour tel site, etc. etc. Alors, ça, c'est important pour nous. Ça nous donne beaucoup d'informations, parce que pour mon équipe, sur la page de checkout, c'est crucial. Et voilà, on le met dans les logs, et on pourrait pousser juste le count du nombre d'événements. Pareil, comme je disais avant sur du Graphite. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous va bien. Lorsque vous êtes en déploiement continu, je l'ai mentionné un tout petit peu avant, ce que je vous conseille, c'est de mettre la version dans les logs. Comme ça, encore une fois, vous avez votre trend qui est bien, avec la version 1, et après, en version 2, vous allez faire pouf, ça monte ou ça descend. Et là, vous allez voir directement l'impact, et vous allez le voir tout de suite. Ici, alors, vous ne trimballez pas le SHA-1 complet, ça ne sert à rien. Je crois que les 8 caractères sont uniques, enfin, vous avez une chance d'unicité qui est relativement haute. Prenez juste ça, mais pareil, passez-le. Comme ça, vous avez de la répétabilité, et vous pourrez dire, le problème qu'on a, il a impacté tout le monde, et c'est quelque chose potentiellement qui est extérieur à notre application, ou c'est notre nouvelle version, ou c'était là depuis 3 plombes. Voilà, ça, c'est à vous de voir, c'est pas mal. Et après, le reste, mettez ce que vous voulez. Là, je vous ai mis des propriétés simples et basiques, mais mettez ce que vous voulez. Au moins, ça va vous donner des informations. Et ça, c'est exploitable. Avec ça, je peux voir ce qui se passe. Avec ça c'est bien, ça me donne de l'information textuelle. Si je ne sais pas trop ce qui se passe, pourquoi pas? Si ça vous aide, mettez-le à côté. Mais si vous me dites, par exemple, que le prix de la réservation, ça a été 200 €, ouais, si ça vous amuse de le mettre là-dedans, pourquoi pas? Mais mettez-moi un total price, 200, avec, alors, un truc à la con, 200 la valeur, et euros, c'est une autre propriété. Parce qu'encore une fois, si vous voulez après vous amuser, si vous avez des agrégations, des choses comme ça, vous allez devoir refaire du parsing, en disant le premier caractère ou les 3 derniers caractères selon le format, je l'extrais, machin, c'est chiant. Voilà, si vous avez des agrégations, cassez-les au niveau des logs. La valeur, l'unité, c'est beaucoup plus pratique. D'accord? Qui a déjà vu ça? Qui connaît? Notre ami Murphy. La production, à un moment ou à un autre, va péter. Vous allez avoir un problème de prod. Je ne suis pas devin, mais je peux vous le garantir. Le seul moyen que votre production ne casse pas, c'est qu'il n'y ait pas d'utilisateur. C'est pas top, d'accord? Donc l'idée, c'est comment est-ce que je capture les informations, comment est-ce que je les vois, et comment est-ce que j'y remédie. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais, on ne voit rien. Donc on va faire simple. Hop. Ça, c'est une de nos applications. Alors pour le coup, j'ai juste loadé la page hier soir. Une de nos applis en production. Et ça, c'est le pipeline. On ne voit vraiment rien. C'est hallucinant. Alors, je vais devoir vraiment zoomer. Donc eux, alors chaque équipe chez nous est indépendante. Elle fait ce qu'elle veut jusqu'au niveau de l'architecture. Si je veux une application pour ce que je dois faire,
ben, j'aurai une application. Si j'en ai besoin de 250, ben, j'en aurai 250. Donc cette application-là, ils se sont dit, ben, nous, alors c'est vraiment du déploiement continu, j'ai vérifié leur configuration, et ils se sont dit, ben, on va avoir plein d'étapes sur le build, le test, du smoke test, ça va être du déploiement test, et après ça va être des tests sur cet environnement-là. Pourquoi pas, ça va être leur test critique. Ils veulent pouvoir les jouer comme ça. Après, ils vont faire du release en test. Donc encore une fois, ils manipulent le trafic même au niveau des serveurs de lab, de test, en disant ben, on déploie une stack qui est utilisée par personne, on s'amuse dessus, ça a l'air pas mal, on passe. Et s'il y a une erreur, et ben, en l'occurrence, derrière, c'est des jobs Jenkins, hein, c'est tout simple, ça va péter et le pipeline va s'arrêter en disant bah non, il y a un problème. Et alors pour le coup, je vous montrerai, mais on a l'historique et des fois c'est rouge. Mais c'est pas un problème, parce que justement c'est automatisé, ça peut arriver à n'importe quel moment, genre une librairie a changé, il y a quelqu'un a changé, un truc que j'aime bien sur AWS, les rôles et tout ce qui est IAM rôle. Si quelqu'un a changé ça, votre application ne peut pas le voir, mais au moins votre pipeline il va sauter, parce que vous n'avez plus le droit d'accéder à S3 par exemple, des choses comme ça. Ça, il n'y a que les déploiements, et en faisant un petit test super rapide, vous voyez, je vais laisser vous mettre encore plus grand, ici, les jobs ont pris 4 minutes pour le build, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes. Voilà, c'est des tests qui sont rapides. Et à partir de là, ils déploient, ils font des tests de performance automatisés. Ils ont des scripts, ils ont tout ce qu'il faut. Pour le coup, je ne connais pas les détails, c'est pas important. Et après, ils déploient en production. Et ils sont vachement sympas parce qu'ils déploient en production sur 4 régions sur AWS. Donc ils font un gros déploiement mondial, ils s'amusent bien. Et encore une fois, on déploie sur les serveurs de prod. On fait nos petits tests tranquilles derrière. Ça passe. Eh ben, on change le trafic. On va sur le load balancer et on va. Le script le fait et on change le trafic de la stack A à la stack B. Ok ? Et là où je veux en venir, c'est ce que j'adore, ce qu'ils ont fait, c'est ce rollback button. C'est-à-dire s'il y a un problème au cas où, après coup, donc une fois qu'on est arrivé jusqu'à la dernière ligne verte ici, là, vous le verrez peut-être mieux, sur cette ligne-là, c'est-à-dire que ça a été déployé sur 4 ou 5 régions dans le monde. Donc ça prend du trafic, et s'il y a un problème, et ils se disent, il faut qu'on rollback, ils ont fait un massive rollback button, ils cliquent dessus et ça part. Et on revient sur la version précédente. Mais ça, c'est automatisé. Il n'y a pas plus simple que ça de dire, clique. Voilà, c'est pratique, ça marche bien. Et ils font le rollback sur les 4 régions. Après, l'idée ultime, ce serait d'avoir tellement de métriques que vous avez un rollback automatique. Vous voyez que vos métriques principales sont complètement KO, ça ne marche pas, et vous faites un rollback automatique, ça peut être super drôle. Ça peut être des fois intéressant à regarder, mais ça peut être super drôle. L'une des autres techniques, d'ailleurs, dont je vous parlais avant, qui est l'A/B testing, chez nous, c'est décorrélé de nos applications. Donc, je vais créer un test de une de nos applications qui dit, mon test, il s'appelle comme ça, et il a ces configurations-là. Au début, il prend 0% de trafic et je vais le monter, mais comme il est décoré de mon application, et justement, l'idée, c'est de dire, là, ma métrique, elle descend une fois que j'ai déployé ça, ou une fois que mon test a été activé, je n'ai pas besoin de redéployer, je descends la métrique à 0, ou je descends mon test à 0, et il ne prend plus de trafic. Ça, c'est pas mal. Ce qui me fait, et comme c'est instantané, je n'ai pas besoin de redéployer. Si je dois faire repasser le pipeline complet, ça prend du temps. Même si mon pipeline est super rapide, ça prend du temps, et ça peut avoir un gros impact. Donc, si vous décorrélez ce genre de configuration à un élément externe, vous pouvez dire, non, ça ne prend plus de trafic, et c'est fini, c'est quasi instantané. Ça, c'est vraiment une technique super importante. Perso, je ne sais plus bosser sans ces éléments-là. Hop. On va revenir comme ça. Alors, j'avais fait le zoom pour le coup. Voilà, donc le rollback button, c'est pas mal. Encore une fois, si pour passer en production, vous n'avez pas de confiance, c'est pas grave. Mettez une étape manuelle à ce moment-là. Il n'y a aucun souci.
L'autre élément en déploiement continu et en pipeline que vous voulez tester et que vous voulez voir, c'est le temps global. Ce qui va vous impacter beaucoup, ça va être d'avoir un pipeline qui va prendre 2 heures et après d'avoir des pipelines qui vont s'empiler les uns sur les autres. Ce qui fait que vous déployez en fait plus rien. Ce qui fait que le temps entre j'ai passé ma pull request, je l'ai mergée et elle part en prod est super long. Et la question, et d'ailleurs c'est une question que j'ai pour vous, lorsque vous mergez une pull request, qui sait me dire en combien de temps ça part en production? Grosso merdo, hein, on va pas. Ah. C'est ça le problème. Sur l'application sur laquelle nous on a travaillé, ou enfin, laquelle moi j'ai travaillé, la pull request part en prod en 30 minutes. Alors après, il y a des variations sur. Il n'y avait pas de Slave Jenkins qui était dispo à ce moment-là, ça prend 2 minutes de plus, ça c'est pas trop grave. Mais voilà, au moins, cette métrique-là, je l'avais. Et ça m'aide après pour dire, ben voilà, avec mes équipes produits, ça part maintenant, ça part plus tard, etc., etc. Donc ça, c'est super important, c'est vraiment très intéressant. Ouais, donc comme je le disais, essayez d'éviter les stacks qui s'empilent, parce que ça va complètement tuer votre déploiement continu, et vous allez avoir déploiement de manière complètement décorrélée de votre activité de développement. Et au final, on va apprendre. Vous allez faire des erreurs. On a fait des erreurs. L'idée, c'est de ne pas les répéter. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est dire, ben, là, on a cet événement-là qui s'est passé. Notre automatisation, elle n'a pas bien marché. Il nous faut plus de tests de ce type-là et travailler sur ces éléments. Donc, comme je le disais tout au début, là, on est sur la phase d'apprentissage. Et ben, vous avez récupéré des éléments. Parlez-en, si vous faites de l'agilité, parlez-en sur tout ce qui va être rétrospective. Et dire, ben, le test, on a besoin de plus de tests de ce type-là pour couvrir ces cas d'utilisation. Ben, prenez ça comme hypothèse de travail et itérez dessus, mesurez, apprenez, et on recommence. N'essayez pas de battre le temps. Quand je vous ai demandé avant en combien de temps vous déployez, si vous êtes à 1 semaine, n'essayez pas de passer en déploiement continu tout de suite. Ça n'a peut-être pas de sens. Vous allez au contraire plutôt dégrader vos applications et au final votre business plutôt que de l'améliorer. C'est marrant de s'amuser à faire du déploiement continu. Ça ne se fait pas partout. Ça ne se fait pas dans tous les cas. Maîtriser ces éléments-là. Un petit truc aussi, qui fait ou veut faire du microservice. Si vous faites du déploiement continu, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir décorréler complètement les déploiements de tous vos services. Si vous avez un couplage de déploiement entre 2 de vos services, la réponse est très simple. C'est que sûrement, ça, c'est un service entier. C'est que vous avez découpé un tout petit peu trop. Donc, ça, pareil, ça se regarde, ça se mesure, ça se fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous avez des points de contentieux, en disant, ben, là, il faut qu'on regarde ci, il faut qu'on regarde ça, traitez-les et faites ça dans le temps, faites ça de manière linéaire. Encore une fois, vous ne voulez pas passer de « Ah ben on fait rien, à « on fait tout de suite ». Ça, c'est trop de risques. Découpez, pareil, vos fonctionnalités, découpez-les, réduisez les scopes et augmentez-les dans le temps. Et la question ultime, comment est-ce que je sais que ça marche? La première réponse, c'est « vous le faites ». La deuxième partie, c'est qui connaît, on ne déploie pas un vendredi. Qui ne déploie pas un vendredi? Si vous faites déploiement continu et que vous avez confiance dans votre application et dans toute votre pipeline, vous pouvez déployer des vendredis. Combien de fois j'ai déployé le vendredi soir à 5 heures? C'est pas un problème. Parce que je sais que j'ai les métriques, je sais que derrière, ça suit. L'idée ultime, c'est pas d'atteindre 25 déploiements par jour. Puis ça n'a pas de sens, déployez pas. D'accord? Par contre, c'est de déployer à n'importe quel moment quand vous en avez besoin. Ma fonctionnalité est prête, j'ai tout ce qui va, j'ai confiance, et bien ça part en production. Il n'y a aucun souci. Et maintenant, on va boucler. Donc, au début, on a la conclusion, on boucle sur la conclusion, c'est vachement bien fait quand même. On prend une hypothèse, on travaille dessus, que ce soit en automatisation, que ce soit en écriture de tests, différents types de tests. Voilà.
armez-vous, vraiment. Mesurez, métriques techniques, métriques business. L'idée, c'est, si ça pète, je veux voir l'impact. Et si ça marche mieux que prévu, je veux voir l'impact aussi. Si vous avez un gain de performance sur un appel de service, vous devez le voir. Vous devez pouvoir mesurer. Apprenez, ça a bien marché, ça a marché un peu moins bien, ça, on n'aurait pas dû le faire. Et recommencez. Je suis Guillaume Chébel, ingénieur chez Expedia. Et si vous voulez les slides, ils sont dispo sur GitHub.